Bonjour. L'Organisation des Nations Unies a-t-elle échoué dans sa mission de préservation de la paix dans le monde? Tout porte à le croire à l'aube du mois de mars 2026, 81 ans après la fin officielle de la Deuxième Guerre mondiale. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques sur différentes villes en Iran. Après l'opération, le président américain Donald Trump a annoncé vouloir raser l'industrie des missiles iraniens et annihiler son armée, tout en reconnaissant que des vies de héros américains courageux pourraient être perdues face à la volonté de tuer du régime iranien. Quand ont commencé les hostilités? On pourrait dire depuis que le monde existe. Mais le président américain menace ouvertement le régime iranien depuis le début de la révolte populaire le 28 décembre 2025, réprimé dans un bain de sang. Dans son avion de retour du Forum économique mondial de Davos le 22 janvier, Donald Trump avait promis un dialogue avec Téhéran, mais en précisant qu'une armada était en route vers le Golfe au cas où. Ce même jour, le chef des gardiens de la révolution islamique, autrement dit le président iranien Ali Khamenei, prévenait que les corps des gardiens de la révolution islamique et son cher Iran avaient le doigt sur la gâchette. Depuis le début du mois de février 2026, 3 sessions de pourparlers ont eu lieu entre les États-Unis et les négociateurs iraniens. La dernière s'est tenue le 26 février à Genève sans avancée notable. Mais tout porte à croire que Donald Trump cherchait plutôt à gagner du temps, la décision de frapper l'Iran n'étant plus révocable pour lui. Alors qu'on parlait des négociations, il disposait aux portes de l'Iran et aux alentours son matériel de guerre, notamment le porte-avions USS Abraham Lincoln et son escorte. En Méditerranée, l'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde de nouvelle génération, accompagné lui aussi par une flottille comprenant divers bâtiments de guerre, était positionné au large d'Israël. 2 jours seulement après les négociations du 26 février, les États-Unis ont commencé les frappes, non sans avoir demandé à leurs ressortissants de quitter les principales villes. Téhéran a répliqué, visant 6 bases militaires américaines à Dubaï, au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Jordanie et en Irak. Le régime iranien a également annoncé une première vague de drones et de missiles vers Israël où plusieurs explosions ont été entendues par la suite. La région est désormais embrasée. Mais les frappes des États-Unis ne se font pas à l'aveuglette. Au-delà des bases nucléaires réelles ou fictives, Donald Trump voulait la tête du guide iranien. Ali Khamenei a été assassiné dans la forêt un jour après le début des bombardements, ce qui a davantage envenimé la situation dans le pays en la rendant plus confuse. Dans la nuit du 1er mars, le Hezbollah libanais a visé Israël avec des missiles et des drones. L'État hébreu a répliqué en ciblant l'allié de Téhéran à travers le Liban. Pour rappel, le Hezbollah, en français Parti d'Allah, est un parti politique et une milice islamique chiite libanaise puissamment soutenue par l'Iran. Fondé en 1982, il joue un rôle central dans la vie politique du pays tout en conservant une force paramilitaire importante, se positionnant ainsi comme un acteur clé de la résistance contre Israël. Suite à ces frappes du Hezbollah, l'armée israélienne a enjoint aux habitants d'une 50aine de localités à travers le Liban d'évacuer en prévision des frappes de représailles. Les activités du Hezbollah obligent l'armée israélienne à agir contre lui, a écrit sur X le lieutenant-colonel Ela Vaweya, porte-parole de l'armée israélienne. Je cite, « Pour votre sécurité, vous devez immédiatement évacuer vos maisons et vous éloigner des villages d'au moins 1000 mètres pour vous rendre dans des zones dégagées. » Fin de citation. Entre-temps, Donald Trump clarifiait ses intentions quant au changement du pouvoir en Iran. Interrogé sur qui il souhaiterait voir à la tête du pays, dans une courte interview donnée au New York Times le 1er mars, au 2e jour des bombardements et un jour après la mort du guide iranien, il a répondu « J'ai 3 très bons choix » avant d'ajouter « Je ne les dévoilerai pas pour l'instant. Finissons d'abord le travail. » Fin de citation. Face à cette autre agression, la Russie, la Chine, le Japon, les 2 Corées vont-ils croiser les bras? Le 28 janvier 2026 déjà, Bernard Oukart, géographe et spécialiste de l'Iran, affirmait auprès de TV5 Monde qu'en l'espace de 6 mois, l'Iran a été intensement aidé par la Chine qui leur a fourni des missiles, des systèmes de défense antimissiles et aériennes. Malgré cela, l'Iran n'a pas les radars qu'il faut ni des systèmes de défense aérienne suffisamment développés pour protéger un territoire qui fait 2 fois et demi la France. Fin de citation. Le bloc de l'Est va-t-il réagir? Quand et comment? Est-on entré dans la 3e guerre mondiale? La question taraude les esprits. Au-delà, une constance se dégage. Donald Trump a décidé pour son 2e mandat à la Maison-Blanche de devenir le justicier du monde. Après Nicolas Maduro qu'il est allé enlever de son palais présidentiel au Venezuela le 3 janvier 2026, le voici qui n'a même pas donné une chance de survie au guide iranien emporté par ses bombes. Il est désormais clair pour tous, c'est le langage des armes qui prévaut. Ironie du sort, toutes ces bombes, cette fumée qui monte de partout, sort d'un feu allumé au nom de la défense de la démocratie, au mépris du droit international par les États-Unis qui ont depuis 1956 une devise sans équivoque, « In God we trust ». Entendez, nous avons confiance en Dieu.
Et tout cela sous le nez et la barbe de Dame ONU réduite au vote des résolutions qui sortent à peine des murs vitrés de son siège à Manhattan. Au troisième jour du conflit israélo-iranien marqué par une forte implication des États-Unis, Israël continue de mener des frappes à grande échelle sur Téhéran. Le conflit s'étend désormais au Liban où Israël réplique après des tirs du Hezbollah contre son territoire. Alors que le ministre des Relations extérieures appelle à la vigilance des citoyens qui se trouvent dans la zone en guerre, cette guerre qui secoue le Moyen-Orient alimente les conversations dans les rues de Douala. Plus de précisions avec vous, Marie-Faustin Kemoye. Le conflit israélo-iranien a atteint une proportion apocalyptique au cours des 72 dernières heures. Au moment où les frappes meurtrières se poursuivent, le ministre des Relations extérieures du Cameroun dit sa préoccupation quant à la sécurité de la communauté camerounaise résidant dans la zone du Golfe arabo-persique. Dans ce document, le jeune Belambela dresse un portrait sombre de la situation actuelle. Face à ce péril éminent, il convie les ressortissants camerounais à une discipline de fer, les exhortant à respecter scrupuleusement et sans aucune exception l'ensemble des mesures de sécurité préventive et dictée par les autorités compétentes de leur pays de résidence. Cette sonnette d'alarme lancée par le gouvernement intervient au moment où ce conflit, dont le bilan ne cesse de s'alourdir, fait débat dans les rues de la métropole économique. Les États-Unis n'interviennent jamais pour rien parce que eux déjà, pour eux c'est les intérêts. Et Trump c'est d'abord un businessman au pair. Donc déjà, quand Trump intervient quelque part, tu comprends que c'est ses intérêts qui sont mis en avance. Et l'Iran aujourd'hui est en train de leur montrer que les choses ne seront plus comme avant. Tu m'attaques, je t'attaque. Parce que si eux n'ont pas d'intérêt en Iran, ils ne viendront jamais intervenir. Parce que le monde de nos jours se construit autour des intérêts. Ça inclut déjà plusieurs pays arabes, comme notamment le Qatar, le Dubaï, l'Iran, l'Irak et plusieurs autres pays. Et c'est une guerre contre les ressources minières. On parle de l'uranium. Mais bon, pour moi, je pense bien que ça peut enclencher une troisième guerre mondiale, puisque chacun va discuter sa part de gain, avec déjà l'entrée en jeu des États-Unis, la plus grande puissance mondiale. Pour certains qui suivent de près le déroulement de cette escalade de tensions, l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale n'est pas à exclure. C'était une troisième guerre en téléchargement, puisque juste l'intervention des États-Unis en Iran, c'est comme si c'était une guerre qui est déclenchée, puisque on a passé toute la nuit à bombarder, et l'Israël est entré en guerre à bombarder plusieurs structures en Iran. Il y a une école même qui a été bombardée et on a massacré plus de 80 jeunes filles. Donc je ne sais pas comment peut-on tuer des innocents en voulant sauvegarder leurs intérêts. Parce que moi je vois que ce sont les Américains qui veulent sauvegarder leurs intérêts. Parce que ça c'est la guerre du pétrole. C'est la course à l'argent. Ce n'est même pas une guerre pour le bien-être de la population. Parce que c'est pas si on peut décimer toute une population parce que les gens veulent s'accaparer des ressources naturelles. Moi je pense que c'est une troisième guerre qui est déclenchée. Puisque en temps au Pakistan il y a aussi des bombardements de la part de l'Afghanistan et consorts. D'après quelques experts des relations internationales, l'intervention des États-Unis dans le cadre de cette bataille dégage un enjeu économique. Ils estiment que Washington entend approvisionner ses réserves en pétrole et gaz naturel grâce aux gisements du Moyen-Orient qui représentent un tiers de la production mondiale. De l'actualité. Éric Diomé, vous suivez également la situation au Moyen-Orient. D'ailleurs, le ministère des Relations extérieures appelle ses ressortissants pour le cas du Cameroun à la plus grande vigilance. Dans un communiqué dont nous avons pu obtenir copie, eh bien, le ministère des Relations extérieures s'inquiète de l'escalade de violence dans cette partie entre intensification des frappes et opérations militaires. Eh bien, Yaoundé exhorte les Camerounais sur place à suivre strictement les consignes de sécurité locale et à rester en contact avec les différentes ambassades. Mais déjà, la question certainement d'Emmanuel et de Charles-Douglas Ndemba, quels sont les enjeux qui se dessinent à l'échelle mondiale derrière ce qu'on vit au Moyen-Orient? De manière très simple et de manière lapidaire, ce qui se joue en ce moment au Moyen-Orient, c'est la redéfinition des forces à l'échelle du monde. Nous avons ce qu'on peut appeler le vieux monde qui est incarné par l'Occident, porté par les États-Unis, qui veulent résister face à l'assaut de ce qu'on appelle le Sud global, amené par la Chine, la Russie, et dont plusieurs d'entre eux sont, vous l'avez compris, membres des BRICS, y compris l'Iran. Donc nous assistons à ce qu'on peut appeler la redéfinition du monde, la recomposition géopolitique avec l'émergence de nouvelles forces. Le problème qui se passe actuellement, c'est que les États-Unis ne veulent pas constater de facto l'émergence de ces nouvelles forces et les États-Unis s'entêtent à vouloir percevoir, comprendre et régler le monde tel que ce fut le cas au sorti de 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait consacré les États-Unis comme la première puissance du monde. Donc nous sommes aujourd'hui dans une logique où il y a de nouvelles émergences, il y a de nouvelles forces qui malheureusement ne sont pas totalement prises en compte par la Chine. On va aller au-delà en donnant quelques repères. Il faut savoir que depuis l'arrivée de Donald Trump, il s'attelle à mettre en place un certain nombre de mécanismes qui s'appuient sur les terres rares.
c'est justement la volonté d'acquisition de ces terres qui ont poussé le président américain à vouloir acquérir ou à vouloir s'approprier le Groenland. C'est la volonté évidemment de disposer des terres qui a poussé les États-Unis à intervenir dans le conflit opposant la RDC et le Rwanda. On voit également que le président des États-Unis s'attelle à avoir un œil très, très, très rapproché en ce qui concerne les espaces énergétiques. C'est aussi le cas du Groenland, c'est fut le cas, bien entendu, pour le Venezuela, c'est également le cas pour l'Iran. Pour l'Iran, qui est un très gros producteur de pétrole, je pense le 4e producteur mondial de pétrole, tandis que le Venezuela doit être à la 2e ou à la 1e place. Maintenant, il y a aussi une autre volonté, la volonté de contrôler les routes stratégiques. Le détroit d'Ormuz, il y a un nouveau régime qui s'installe en Iran et bien entendu, en faveur des États-Unis, ils ont la possibilité de contrôler le détroit d'Ormuz, qui lui-même est un passage stratégique parce que laissant passer au moins 20% du pétrole mondial qui transite par cet espace. C'était aussi avant la volonté de Donald